Les portes du palais de justice venaient à peine de se refermer derrière nous lorsque mon ex-belle-mère se posta directement sur mon chemin. Elle planta le bout de sa canne sur le béton devant le tribunal judiciaire de Lyon et me regarda avec la même expression qu'elle arborait depuis des années chaque fois qu'elle voulait que je me sente petite. « Ne remets plus jamais les pieds dans ma maison », lança sèchement Odette, assez fort pour que les passants n'entendent. « Dehors !» Mon ex-mari Alban se tenait à quelques mètres derrière elle dans son costume bleu marine sur mesure. Il croisa les bras sur sa poitrine et afficha un sourire narquois comme si le juge aux affaires familiales venait de lui accorder la plus grande victoire de sa vie. J'ajustai la lanière de mon sac à main en cuir usé et pris une lente inspiration. La migraine qui s'était installée derrière mon œil droit depuis l'aube pulsa de nouveau. Puis je souris. « En fait, Odette, dis-je doucement, la vente a été finalisée ce matin. » Elle fronça les sourcils. « Quelle vente ?»« J'ai vendu la maison. » Son visage changea à peine avant que j'ajoute une dernière phrase. « Et ton fils n'est plus le PDG. » Pendant 2 longues secondes, personne ne parla. Puis Alban éclata de rire. Pas un rire nerveux, un rire fort et confiant qui fit se retourner quelques têtes sur les marches du tribunal. « Éléonore, dit-il en secouant la tête, tu as toujours eu une imagination débordante. » Odette rit aussi. « Tu penses vraiment que quelqu'un va croire ça ?» Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à expliquer. Pas encore. À la place, je plongeai la main dans mon sac, en sortis une petite enveloppe et la tendis à Odette. « Ce sont les instructions de l'avocat. Vous avez 72 heures pour récupérer vos effets personnels. » Elle ne prit même pas l'enveloppe. Alban s'avança. « Tu as officiellement perdu la tête. » Peut-être le croyait-il. Ou peut-être en avait-il besoin, car s'il admettait ne serait-ce qu'une seconde que je ne bluffais pas tout ce en quoi il avait cru au cours des 25 dernières années, s'effondrerait. 6 mois plus tôt, je n'aurais jamais imaginé me retrouver devant un tribunal à prononcer ces mots. À l'époque, j'essayais encore de sauver un mariage qui avait discrètement disparu des années avant que je ne m'en rende compte. Les gens demandent toujours quand un mariage se termine. D'après mon expérience, ce n'est pas un grand moment. Ce sont des centaines de petits moments. C'était Alban qui ne passait à mon bureau que lorsqu'il avait besoin d'une signature. C'était dîner seul 3 soirs par semaine parce qu'une autre réunion client s'éternisait. C'était lui se présentant aux événements de l'entreprise sans jamais me mentionner. Le pire s'est produit lors des trophées de l'industrie Auvergne-Rhône-Alpes dans le centre de Lyon. Notre entreprise Système de Précision La Roche venait de recevoir un prix pour ses 25 ans d'existence. J'étais assise à la table 12 vêtue d'une robe vert foncé que je possédais depuis près de 10 ans. Rien d'extravagant. Je n'ai jamais été très porté sur les vêtements chers. Alban monta sur scène. Il avait l'air confiant, à l'aise, comme s'il avait répété chaque mot. « J'ai démarré Système de Précision La Roche avec rien de plus qu'un rêve », dit-il au public. Les gens applaudirent. « J'ai travaillé chaque jour pour faire de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. » Nouveaux applaudissements. J'attendis. Il allait sûrement mentionner les personnes qui maintenaient réellement l'entreprise en vie. Nos employés sont défunts pères, peut-être moi. À la place, merci à tous d'avoir cru en ma vision. C'était tout. Je souris poliment parce que tout le monde souriait. À l'intérieur, quelque chose me faisait mal. Non pas que j'ai besoin d'applaudissements, mais parce que j'avais passé 25 ans à m'assurer que les salaires soient versés chaque vendredi. J'avais refinancé notre maison pendant la crise. Quand la trésorerie a failli s'effondrer en 2009, j'ai appelé moi-même les fournisseurs pour les supplier de nous accorder 30 jours de plus. Je me souviens être assise dans notre minuscule bureau avec des piles de factures impayées pendant que mon père glissait discrètement une enveloppe sur le bureau. Il avait vendu une partie de ses terres agricoles près de la Drôme pour 300 000 €. Tout ce qu'il avait économisé après la mort de ma mère. Il m'a regardé et a simplement dit « Si tu crois que cette entreprise peut survivre, alors moi aussi. » Cet argent ne nous a pas acheté le luxe, il nous a acheté du temps. Le temps est devenu survie. La survie est devenue croissance.
La croissance est devenue l'entreprise qu'Alban appelait maintenant la sienne, et la sienne seule. Une semaine après le banquet, je remarquai autre chose. Alban avait cessé de porter son alliance. Pas toujours seulement lorsqu'il voyageait. Je n'ai rien dit. À ce stade, le silence était devenu plus facile que les disputes. Puis, un mardi soir, il rentra à la maison avec un dossier. Je réchauffais un reste de soupe au poulet parce que ma migraine me tourmentait depuis l'après-midi. Il posa le dossier à côté de mon bol. J'ai déjà signé. Je baissai les yeux. Des papiers de divorce. Aucun avertissement, aucune conversation. Juste des signatures attendant la mienne. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, dit-il. Je continuais à fixer les papiers. Que nous est-il arrivé? Il soupira d'impatience. Éléonore, nous sommes colocataires depuis des années. Je hochai lentement la tête. Peut-être que cette partie était vraie. Mais les colocataires ne s'effacent pas mutuellement. Il s'appuya contre le comptoir de la cuisine. J'ai parlé avec mon avocat. Bien sûr. Je ferai en sorte que tu sois à l'aise financièrement. À l'aise, après 25 ans. Je levai enfin les yeux vers lui. Selon toi, quelle a été ma contribution à cette entreprise? Il parut réellement surpris par la question. Tu t'occupais des tableurs? Juste 4 mots. Tu t'occupais des tableurs. Rien sur la négociation des prêts, rien sur le maintien de l'assurance des employés, rien sur le fait de s'asseoir au chevet des blessés après des accidents du travail. Rien sur les vacances manquées parce que quelqu'un devait rester. Juste, tu t'occupais des tableurs. Il prit ses clés. Je suppose qu'il avait un dîner avec Sophie, bien qu'il n'ait pas prononcé son nom. Après la fermeture de la porte d'entrée, je restais assise seule jusqu'à ce que la soupe refroidisse. Je ne pleurais pas encore. J'essayais de comprendre comment quelqu'un pouvait vivre à mes côtés pendant 25 et croire sincèrement que je n'avais fait qu'organiser de la paperasse. 2 jours plus tard, je rencontrai Chloé Legrand. Elle siégeait à notre conseil d'administration depuis des années et était devenue l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance totale. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille près de la place Bellecour à Lyon. Elle écouta sans m'interrompre. Quand j'eus fini, elle remua une fois son café. « Que veux-tu » Je m'attendais à des conseils juridiques. Au lieu de ça, elle me posa cette question. « Je ne sais pas. Si tu le sais. » Je regardais par la fenêtre. Je veux qu'il arrête de faire comme si je n'avais jamais existé. Chloé hocha la tête. Puis elle posa une question qui me prit complètement au dépourvu. As-tu signé la procuration de vote de cette année? Je clignai des yeux. Non, j'ai oublié. Chloé sourit pour la première fois de la matinée. Non. Elle sortit de sa mallette un épais classeur d'entreprise. Tu t'en es souvenu exactement au moment où il le fallait. Elle l'ouvrit avec précaution avant de le faire glisser sur la table. Va à la page 32. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce que je cherche? Chloé joignit les mains. La raison pour laquelle Alban a peut-être commis la plus grosse erreur de sa carrière. Je fixai la page 32 pendant plusieurs secondes avant de relever les yeux vers Chloé. La page n'était pas spectaculaire. Pas de gros titres, pas de clauses secrètes surlignées en jaune, juste un tableau des cases, des noms, des chiffres, un jargon d'entreprise que j'avais passé la moitié de ma vie à lire. Je ne comprends pas, admis-je. Chloé tourna le classeur vers elle et tapota la page avec un doigt. Tu détiens 38% des capitaux propres de l'entreprise. Je sais, mais ce n'est pas ça qui compte ici. Elle pointa plus bas. Tes actions sont inscrites au nominatif depuis plus de 2 ans. Les statuts leur confèrent un droit de vote. Double. Je hochai lentement la tête. Je me souviens que papa avait insisté là-dessus. Moi aussi. Chloé se renversa dans son fauteuil. Alban s'en souvient aussi? Cela me surprit. Je pensais que tu allais me dire qu'il l'avait oublié. Elle secoua la tête. Non, cela rendrait l'histoire trop facile. Elle sourit faiblement. Alban n'a pas oublié. Il a pris ses aises. Cette phrase me resta en tête.
Pendant des années, chaque assemblée annuelle des actionnaires suivait la même routine. Quelques semaines avant, l'assistante d'Alban m'envoyait par email une procuration. Je la signais. Alban votait avec mes actions. La réunion se terminait. La vie continuait. Je lui faisais confiance, dis-je doucement. Chloé hocha la tête. Et il en est venu à croire que la confiance était permanente. Elle fit glisser un autre document sur la table. La procuration de cette année. Elle était vierge non signée. Je ne l'ai jamais renvoyée. Non. Chloé me regarda droit dans les yeux. Pour la première fois en 17 ans, Alban ne contrôle pas tes votes. Je restais assise sans parler. Dehors, un camion de livraison manœuvrait dans la ruelle derrière le café. Quelqu'un rit près du comptoir. La vie continuait. La mienne venait de basculer soudainement. Chloé poursuivit doucement. Quand ton père a investi dans Système de Précision La Roche il y a 15 ans, il n'a pas fait un chèque à Alban. Il a investi en moi. Exactement. Je souris pour la première fois depuis des semaines. Papa n'avait jamais détesté Alban. Il croyait. Simplement que les affaires et le mariage étaient deux choses différentes. Si jamais cette entreprise survit grâce à mon argent, avait-il dit à l'époque, je veux que tout le monde se souvienne d'où vient cet argent. Chloé avait été la jeune avocate qui avait rédigé l'accord. Chaque action nominative détenue depuis plus de 2 ans donnait un droit de vote double, comme le prévoyaient les statuts. Elle ne pouvait être convertie sans mon consentement. Écrit. Elle ne pouvait être diluée sans mon approbation. À l'époque, aucun de nous n'imaginait que l'entreprise vaudrait un jour plus de 100 millions d'euros. Nous essayions juste de payer les salaires. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je. Chloé ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle joignit les mains. « Cela dépend de la raison pour laquelle tu poses la question. » « Que veux-tu dire ? Si tu essaies de punir ton mari pour avoir eu une liaison... » Elle laissa la phrase en suspens. « Alors ne fais pas ça. » Je clignai des yeux. « Je ne le ferai pas. » « Je sais. » Elle parut soulagée. « Mais si tu essaies de protéger une entreprise dont la direction a cessé d'agir dans le meilleur intérêt de ses employés... » Elle ferma le classeur. C'est une conversation différente. Au cours des semaines suivantes, la médiation pour le divorce avança. Tout devint de la paperasse. État financier, évaluation de biens, compte de retraite, police d'assurance. 25 ans de mariage réduits à des dossiers avec des onglets de couleur. Alban était poli chaque fois que les avocats étaient présents, presque joyeux. C'était étrange. Il traitait le divorce comme une transaction commerciale qu'il avait déjà gagnée. Lors d'une séance de médiation, nos avocats passèrent en revue les biens matrimoniaux. La vieille maison d'Écully fut mentionnée. Elle avait appartenu à mes parents avant leur décès. Bien qu'elle soit devenue partie intégrante du patrimoine matrimonial pour le règlement, elle nécessitait également des réparations coûteuses. Le toit arrivait en fin de vie. Les fenêtres d'origine laissaient passer l'air chaque hiver. La plomberie n'était pas non plus de première jeunesse. Alban jeta à peine un coup d'œil à l'expertise. « Je n'en veux pas. » Son avocate le regarda. « Vous êtes sûr ? Je n'ai aucun intérêt à entretenir cet endroit. » Il se tourna vers moi. « Tu as toujours aimé les vieilles maisons. » Je ne dis rien. Il voulait autre chose. L'appartement du quartier Confluence, la majeure partie de notre compte-titre, son bateau, plusieurs comptes d'investissement. Son avocate réorganisa discrètement les chiffres. À la fin de l'après-midi, Alban avait officiellement accepté de renoncer à toute revendication future sur la maison d'Écully dans le cadre de l'accord de règlement. Il avait l'air satisfait de lui. En sortant vers le parking, je l'entendis dire à son avocate « J'ai fait la meilleure affaire ». Peut-être le croyait-il. À la maison, Odette avait déjà commencé à agir comme si je n'y vivais plus. Un jeudi après-midi, je rentrais d'un rendez-vous chez le médecin. L'arthrite dans 2 doigts de ma main droite me dérangeait à nouveau. En entrant, des cartons remplissaient le couloir d'entrée. Une boîte portait une étiquette au feutre noir épais « À donner ». Je m'agenouillai avec précaution et l'ouvris.
Au-dessus se trouvait la photo de mariage de mes parents. En dessous, le vieux couteau de poche de papa. Les fiches de recettes manuscrites de ma mère. Un album rempli de photos des premières années de Système de précision La Roche. Notre premier garage loué. Alban couvert de graisse de machine. Moi tenant Camille d'un bras tout en répondant aux appels pour les salaires de l'autre. Une photo avait été pliée dans un coin. Je la lissais doucement. Odette entra portant des sacs de courses. Oh, elle n'avait pas l'air embarrassée. Je me suis dit qu'Alban ne voudrait pas de tout ce vieux fatras. Je levai les yeux. Mes parents sont du fatras. Elle soupira de manière théâtrale. Ne commence pas. Je te pose la question. Tu vas bientôt déménager de toute façon. Elle posa les courses sur le comptoir. Il n'y a aucune raison de traîner des souvenirs inutiles pour toujours. Je refermai soigneusement l'album. Pour moi, ce n'était pas des souvenirs. C'était des preuves. La preuve que j'avais été là, depuis le début. Ce soir-là, en montant le linge à l'étage, j'entendis Odette parler au téléphone. Elle ne savait pas que j'étais à la maison. J'ai dit à Sophie qu'elle adorerait cette cuisine une fois qu'ils l'auront rénovée. Une pause. « Oh, absolument !» Elle rit. « Les placards sont archaïques. » Une autre pause. « Nous allons enfin donner un air moderne à cette maison. » Je redescendis tranquillement avant qu'elle ne me remarque. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je réalisais soudain qu'elle n'imaginait pas un avenir où j'existais encore. Le lundi suivant, mon téléphone sonna. Luc Moreau, notre expert comptable externe. Il ne m'appelait presque jamais directement. « Éléonore ?» Sa voix semblait inhabituellement sérieuse. « Avez-vous quelques minutes ?»« Oui. » J'ai examiné la rémunération des dirigeants. Quelque chose dans son ton me fit m'asseoir. J'ai trouvé plusieurs choses que Chloé doit voir. Quel genre de choses? Il baissa la voix. D'importantes primes de rétention pour les cadres. Ce n'est pas inhabituel. Celles-ci ont été approuvées sans l'examen complet du conseil d'administration. Je fronçai les sourcils. Autre chose? Un voyage dans une station de ski classée comme conférence fournisseur. Silence. Une seule chambre d'hôtel. Je n'avais pas besoin qu'il prononce un autre nom. Il continua. Il y a plus. Il expliqua que les cotisations de retraite pour les employés horaires avaient été discrètement réduites, tandis que les primes des dirigeants augmentaient. Plusieurs classifications comptables n'avaient aucun sens, rien ne criait au crime. Mais ensemble, le tableau n'était pas beau à voir. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise, seule dans ma cuisine pendant près de 20 minutes. Je ne pensais pas à la vengeance. Je pensais à Gérard Perrin. Il travaillait pour nous depuis l'époque du garage. 68 ans maintenant, se présentant toujours chaque matin avant le lever du soleil. Si Alban avait vraiment choisi les primes au détriment de personnes comme Gérard, il ne s'agissait plus seulement de mon mariage. Ce soir-là, Camille est venue. Elle se tenait dans ma cuisine, faisant tourner sa tasse de café entre ses mains. « Maman !» Je la regardais. Je savais. Je me figeais. Tu savais quoi? Pour Sophie. Les mots sortirent à peine. Depuis presque un an. La pièce devint soudainement très silencieuse. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Camille se mit à pleurer. Papa a dit que tu étais déjà au courant. Ce n'était pas le cas. Il a dit que votre mariage était terminé depuis des années. Je baissai les yeux sur la table. Je l'ai cru. Elle s'essuya le visage. Je pensais qu'en restant neutre, je ne prenais pas parti. Je tendis la main sur la table et serrai la sienne. Parfois, le silence est une forme de choix. Je ne le dis pas à voix haute. Elle le savait déjà. Le lendemain matin, mon téléphone sonna avant 8 heures. Chloé. Luc a fini de tout examiner. Je retins mon souffle. Nous en avons assez. Pourquoi? Répondit-elle calmement. Une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Quand? Demain. Elle marqua une pause juste assez longue pour que mon estomac se noue. 10 heures. J'ai à peine dormi la nuit précédant la réunion du conseil. Non pas parce que j'avais peur d'Alban,
J'avais peur de moi-même. À 49 ans, on cesse de croire que chaque décision difficile a une fin nette. J'avais passé 25 ans à aider à construire Système de précision La Roche. Je connaissais chaque couloir, chaque machine, chaque anniversaire d'employé et chaque urgence familiale que nous avions discrètement aidé à traverser. Et si écarter Alban faisait du mal aux personnes que j'essayais de protéger? Cette question m'a hanté jusqu'au lever du soleil. Je me tenais dans ma cuisine avec une tasse de café que je n'ai jamais bu. La migraine de la veille s'était estompée, mais mon estomac était noué. Vers 7h30, mon téléphone vibra. Chloé. « Je sais ce que tu penses », dit-elle avant que je ne parle. « Vraiment. Tu te demandes si cela ne devient pas personnel. » Je regardais par la fenêtre le grand érable que mon père avait planté l'année de la naissance de Camille. « C'est personnel. » C'est vrai. Chloé ne contesta pas. Mais cela ne rend pas la chose mauvaise. Je restai silencieuse. Elle continua. Si le rapport de Luc était vierge, je te dirais de laisser tomber. Et s'il ne l'est pas, alors ta responsabilité n'est pas envers Alban. Elle marqua une pause. Elle est envers l'entreprise. 1 heure plus tard, je me rendis au bureau. Le panneau familier de Système de précision La Roche apparut, et pendant un instant, je me souvins du premier bâtiment que nous avions loué. 750 mètres carrés, un quai de chargement, une machine à café qui fonctionnait à peine. À l'époque, Alban et moi célébrions chaque nouveau client avec des pizzas à emporter. Nous n'étions pas en compétition l'un contre l'autre. Nous survivions ensemble. Ce souvenir a failli me faire demi-tour. Presque. En entrant dans le hall, j'ai remarqué que les gens se comportaient normalement. Quelqu'un riait près des distributeurs automatiques. Les alarmes des chariots élévateurs résonnaient faiblement depuis l'atelier de production. La réceptionniste répondait au téléphone. Personne ne savait ce qui allait se passer à l'étage. J'espérais qu'il ne le saurait jamais. Pas les détails. Les entreprises survivent à une mauvaise direction. Elles ne survivent pas à un drame public constant. Je pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction. Chloé et Luc étaient déjà là. Luc avait l'air épuisé. « J'ai tout vérifié 2 fois, dit-il doucement. Vous ne trouverez pas d'erreur. » Je n'en ai jamais douté. Il hocha la tête. J'aurais aimé en trouver. Chloé me tendit un dossier. « Ce n'est pas ton combat, sauf si tu décides que ça l'est. » J'appréciais cela. Personne ne me poussait. Personne ne promettait la vengeance. Seulement la responsabilité. À 9h10, un autre membre du conseil arriva. Étienne Colbert. Il siégeait au conseil presque aussi longtemps que Chloé. Il me salua poliment. « Je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. J'imagine qu'Alban non plus. » Il sourit faiblement. « Je vais être honnête. J'espère que vous n'êtes pas là pour ça. Je suis mal à l'aise à l'idée de mélanger divorce et gouvernance d'entreprise. Moi aussi. » Cela parut le surprendre. « Je ne veux pas de vengeance, Étienne. » « Alors pourquoi sommes-nous ici ?» Je le regardais droit dans les yeux. Parce que si le rapport de Luc avait concerné n'importe qui d'autre, nous aurions quand même cette réunion. Il y réfléchit quelques secondes, puis hocha simplement la tête. Ce n'était pas un accord, mais ce n'était pas un rejet non plus. À 9h40, mon avocat appela. Le juge a signé l'accord de règlement. Je fermai les yeux. Donc, c'est officiel. Oui, et la propriété ? L'étude notariale a l'autorisation de conclure la vente. Je murmurai. Merci. L'appel se termina. Je fixai mon téléphone un long moment. La maison d'Écully était enfin à moi seul. Non pas parce que j'avais trompé qui que ce soit, mais parce qu'Alban avait choisi autre chose. Pendant la médiation, il avait insisté pour garder l'appartement du centre-ville, la majeure partie de notre compte-titre et son bateau. Il avait qualifié la vieille maison de mes parents de gouffre financier. Il voulait des liquidités. Il voulait la commodité. Il avait ri quand sa propre avocate lui avait suggéré de réfléchir à 2 fois. « Elle peut garder la vieille bicoque », avaient été ses mots exacts. Maintenant, le notaire n'attendait plus que la confirmation finale de Benoît Fournier.
Pour la première fois depuis des mois, je m'autorisais une lente inspiration. À 9h55, mon téléphone vibra à nouveau. Un email. Objet, autorisation de procuration pour l'Assemblée des actionnaires. Je fronçais les sourcils. L'expéditeur était l'assistante de direction d'Alban. Routinier professionnel, exactement le même format que j'avais reçu chaque année. Veuillez signer dès que possible. J'ai failli rire. Non pas que ce soit drôle, parce que l'habitude est puissante. Pendant 17 ans, j'aurais ouvert la pièce jointe, l'aurais signée sans la lire et l'aurais renvoyée. Ma main se dirigea même vers la souris. Puis je m'arrêtai. La date. La date d'aujourd'hui, réunion du conseil à 10h. J'ai immédiatement transféré l'email à Chloé. Quelques secondes plus tard, elle répondit « Merci ». Ne pas répondre. Cet unique email disait quelque chose d'important au conseil. Alban n'essayait pas de voler mon vote. Il supposait simplement qu'il l'aurait toujours. Parfois, l'arrogance ne s'annonce pas. Parfois, elle s'attend tranquillement à ce que la veille se répète à jamais. À 10h précises, Alban entra dans la salle de réunion. Même sourire confiant, même costume coûteux. Un café à la main. Il regarda autour de la pièce. « Bonjour tout le monde !» Personne ne répondit immédiatement. Il me remarqua. Son sourire s'effaça. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai été invité. » Il rit une fois. « C'est une réunion du conseil. » Chloé ferma le dossier en cuir devant elle. « En effet. Alors pourquoi Éléonore est-elle assise ici ?» Chloé répondit calmement. « Parce qu'elle est administratrice et actionnaire votante. » Alban cligna des yeux. « Bien, haussa-t-il les épaules. Finissons-en. » Il s'assit à l'autre bout de la table. Sophie n'était pas à l'intérieur. Elle attendait dehors, s'attendant probablement à ce qu'Alban la présente plus tard comme notre prochaine directrice des opérations. Chloé regarda autour de la pièce. « Avant de commencer, j'aimerais que tout le monde confirme avoir reçu le résumé de l'audit de Luc Moreau. » On entendit un bruissement de papier. Tout le monde hocha la tête. Alban parut irrité. « Quel audit ?» Luc fit glisser un dossier vers lui. « Vous voudrez lire la page 4. » Alban feuilleta les premières pages. Son expression changea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Chloé répondit. « Notre ordre du jour. » Il baissa de nouveau les yeux. Rémunération des dirigeants, conflit d'intérêts, remboursement des frais de déplacement. Approbation de primes non autorisées. La pièce devint silencieuse. Même le climatiseur sembla soudain plus bruyant. Alban me regarda directement. « C'est à cause du divorce ?» Chloé l'interrompit doucement. « Non. » Et joignit les mains. « Cette réunion porte sur la gouvernance d'entreprise. » Alban se renversa en arrière. « Vous plaisantez ?» Chloé resta calme. « Les preuves parlent d'elles-mêmes. » Luc s'éclaircit la gorge. « Monsieur Laroche ?» Alban le foudroya du regard. « Les registres comptables montrent des primes de rétention pour les cadres approuvés sans l'autorisation complète du Conseil. Elles étaient légales. » « Peut-être, » acquiesça Luc, « mais elles n'ont pas été correctement déclarées. » Alban se tourna de nouveau vers moi. « Tu as manigancé ça. » Je croisai son regard. J'ai prévu de dire la vérité. Sa voix se durcit. Tu es prête à détruire l'entreprise parce que je t'ai quitté. Pendant un instant, la pièce disparut. Je nous revis 25 ans plus tôt, couverts de graisse de machine, mangeant des pizzas froides sur des chaises pliantes, riant parce que nous venions enfin de décrocher notre premier gros contrat. Puis je suis revenu au présent. Non, dis-je doucement. J'essaie de t'empêcher de détruire l'entreprise que nous avons construite. L'entreprise que nous avons construite. Personne ne parla. Chloé regarda autour de la table. Le conseil va maintenant examiner la motion concernant la direction exécutive. Elle plaça un dernier document devant chaque administrateur. Puis elle me regarda. Je réalisais soudain que ce n'était pas la fin de mon mariage. C'était le début de ce qui allait suivre. Personne ne prit de stylo. Pas tout de suite. Le silence dans la salle de réunion semblait plus lourd que n'importe quelle dispute que j'ai jamais entendue. Alban regardait d'un visage à l'autre, cherchant quelqu'un qui sourirait, ferait une blague, ou lui dirait que tout cela n'était qu'un malentendu.
Personne ne le fit. Chloé ajusta ses lunettes de lecture. « Monsieur Laroche, avant que le Conseil n'examine une motion, vous avez le droit de répondre aux conclusions. » Alban se redressa sur sa chaise. « Volontiers. » Il écarta le rapport de Luc comme s'il ne s'agissait que d'un menu de restaurant. « La relation entre Sophie et moi est personnelle. » Il me jeta un coup d'œil avant de continuer. « Mon mariage était déjà brisé. » Chloé hocha la tête une fois. « Le Conseil n'évalue pas votre mariage. Alors pourquoi en parler ? Parce que leur relation n'a pas été divulguée pendant que des décisions de rémunération concernant mademoiselle Lambert étaient prises. » Alban croisa les bras. « Elle a mérité chaque euro. » Luc ouvrit un autre dossier. Personne ne remet en question ses performances professionnelles. Il poussa plusieurs documents vers les administrateurs. Nous remettons en question le processus d'approbation. Alban regarda les papiers mais ne les toucha pas. Luc continua calmement. 3 primes de rétention ont été approuvées sans l'examen complet du Conseil. Il tourna une autre page. Le voyage à la station de ski de Courchevel a été classé comme développement fournisseur. Une autre page. Les reçus ne montrent aucune réunion de fournisseurs programmée. Encore une autre. La réservation d'hôtel mentionne une seule suite. La mâchoire d'Alban se crispa. « Vous avez fouillé dans ma vie privée ?» Chloé répondit avant Luc. « Non, nous avons examiné les registres de l'entreprise. » Cette distinction était importante. Il ne s'agissait pas de surprendre un mari infidèle. Il s'agissait de savoir si la direction de l'entreprise avait cessé de respecter les règles que tous les autres suivaient. Alban se pencha en avant. La valeur de cette entreprise a doublé sous ma direction. Chloé hocha la tête. Elle appartient aussi à ses actionnaires. Et à 180 employés, ajoutai-je doucement. Il se tourna vers moi. Alors maintenant tu prétends que c'est pour eux ? Non, j'ai passé 25 ans à m'inquiéter pour eux. Les mots sortirent plus facilement que je ne l'avais prévu. Je me souviens avoir appelé les machinistes pendant la crise pour leur promettre que les salaires seraient bien versés le vendredi. Je me souviens m'être assise avec la femme de Gérard Perrin à l'hôpital. Je me souviens avoir dit aux employés que nous trouverions un moyen de traverser la crise sanitaire avant même de savoir comment. Je regardais autour de la pièce. Je ne me souviens pas avoir demandé de reconnaissance. Alban rit une fois. N'importe quoi. Je secouai la tête. J'ai demandé de l'honnêteté. La pièce retomba dans le silence. Chloé plaça une résolution imprimée devant chaque administrateur. La première motion concerne mademoiselle Sophie Lambert. Le vote fut rapide. Sa promotion en attente au poste de directrice des opérations fut retirée. Mise en congé administratif. Examen indépendant. La motion fut adoptée à l'unanimité. Alban semblait abasourdi. Il s'était attendu à un désaccord. Il avait trouvé l'unité. Chloé continua. La seconde motion concerne le poste de M. Laroche, tant que président-directeur général. Elle marqua une pause assez longue pour que chaque administrateur baisse les yeux sur la résolution. La recommandation devant le Conseil et sa révocation en tant que PDG avec effet immédiat et la nomination de David Reynaud en tant que président-directeur général par intérim en attendant une recherche permanente. Alban se leva si brusquement que sa chaise roula en arrière. « C'est de la folie !» Personne ne répondit. Il regarda directement Étienne Colbert. « Tu me connais depuis 20 ans. » Étienne soupira. « En effet. Alors, vote non. » Étienne semblait sincèrement mal à l'aise. « J'aimerais que cela n'arrive pas. » Moi aussi. Mais je ne peux ignorer les problèmes de gouvernance. Alban le fixa. Puis un autre administrateur, puis un autre. Finalement, il me regarda. « C'est ton œuvre. » Chloé parla fermement. « Non, Alban, c'est la décision du Conseil. » Elle regarda autour de la table. « Veuillez procéder au vote. » Une par une, les mains se levèrent. « Oui, oui, oui. » Étienne hésita.
Pendant un instant, je pensais qu'il pourrait sauver Alban. Au lieu de cela, il leva lentement la main. Chloé compta doucement. La motion est adoptée. Elle regarda Alban. Avec effet immédiat, vous êtes révoqué de votre poste de président-directeur général de système de précision La Roche. Pas d'applaudissements, pas de musique dramatique, juste le silence. Alban resta debout. Son visage était devenu pâle. Vous ne pouvez pas faire ça. Chloé plia la résolution signée. C'est déjà fait. Elle fit glisser le document vers moi. En tant que présidente, j'ai besoin d'une signature supplémentaire reconnaissant la certification des actionnaires. Mes doigts me faisaient mal alors que je prenais le stylo. L'arthrite dans ma main droite choisit ce moment précis pour me rappeler son existence. J'ai failli sourire. La vie avait un sens. Du timing étrange. J'ai signé. Non pas que je veuille la vengeance, parce que je voulais que les faits soient exacts. Alban fixa la signature. 25 ans réduits à un trait d'encre. Un responsable des services généraux frappa doucement à la porte ouverte. Il travaillait avec nous depuis près de 15 ans. Sa voix était presque pleine d'excuses. « Monsieur Laroche, quand vous serez prêt, je vous aiderai à rassembler vos effets personnels. » Pas d'agent de sécurité, pas d'humiliation, juste un homme faisant son travail. Cela rendait la chose encore plus triste. Moins d'1 heure plus tard, je sortis seul du bâtiment. L'air estival semblait plus chaud que prévu. Au lieu du soulagement, je me sentais fatigué, profondément fatigué. Mon téléphone sonna. C'était mon avocat. « Éléonore, tout va bien? La vente est finalisée. » Je fermai les yeux. « Donc c'est officiel? » « Oui, Benoît Fournier est maintenant propriétaire du bien d'Écully. » Je le remerciai et mis fin à l'appel. Je restai assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes sans démarrer le moteur. J'avais imaginé ce moment des dizaines de fois. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Au lieu de cela, mon père me manquait. J'aurais aimé qu'il puisse voir que la petite maison qu'il avait tant aimée resterait debout au lieu d'être démolie. Benoît avait promis de la restaurer, pas de la remplacer. Papa aurait aimé ça. Je conduisis jusqu'à Écully parce qu'il y avait une dernière boîte d'affaires personnelles que j'avais laissée derrière moi. En arrivant dans la rue, un autre SUV était déjà garé devant. Benoît Fournier parlait avec son agent immobilier. Ils sourirent poliment en me voyant. Puis une autre voiture s'arrêta. Alban. Il en sortit sans dire un mot. 1 minute plus tard, Odette ouvrit la porte d'entrée. Elle me repéra immédiatement. Son visage se durcit et se dirigea vers les marches aussi vite que ses genoux le lui permettaient. Puis elle planta sa canne en travers de l'allée. « Ne remets plus jamais les pieds dans ma maison !» Plusieurs voisins jetèrent un coup d'œil. Odette s'en fichait. « Dehors !» Je pris une lente inspiration. En fait, Odette, elle croisa les bras. La vente a été finalisée ce matin. Quoi? J'ai vendu la maison. Elle rit. Non, ce n'est pas vrai. Et Alban n'est plus le PDG. Elle regarda son fils. Alban ne répondit pas. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il ne trouvait pas ses mots. Benoît s'avança discrètement. Madame Laroche? Odette fronça les sourcils. Je suis Benoît Fournier. Il tendit un dossier. Je suis le nouveau propriétaire. Elle ignora le dossier. C'est la maison de mon fils. Benoît ne discuta pas. Il ouvrit simplement les documents à la dernière page. La signature d'Alban, l'accord de règlement, la confirmation de la vente. Odette attrapa les papiers. Ses yeux passaient d'une page à l'autre. Puis elle regarda Alban. « Tu as signé ça ?» Alban se frotta la nuque. « Je ne pensais pas... » « Non, » l'interrompit-elle. « Tu n'as pas pensé. » Sa voix se brisa. Pendant une seconde, elle parut bien plus âgée que ses 74 ans. À ce moment, une voiture de la gendarmerie arriva. Un des voisins avait appelé après avoir entendu les cris. Le gendarme écouta patiemment, examina les documents, puis rendit le tout. « Madame, » dit-il gentiment, « la propriété a légalement changé de propriétaire ce matin. » Il n'était pas impoli, il n'était pas dramatique.
Il expliqua simplement que l'accord approuvé par le tribunal donnait à Odette 72 heures pour retirer ses affaires. Rien de plus, rien de moins. Benoît se tourna vers elle. « J'ai déjà organisé des déménageurs si vous avez besoin d'aide. » Odette ne répondit pas. Elle fixait toujours Alban. Je remarquai soudain 3 échantillons de peinture glissés sous son bras. Blanc, Gris crème. Elle avait prévu une nouvelle cuisine. Benoît sourit poliment. Pour ce que ça vaut, il désigna les vieux placards. J'ai l'intention de les restaurer. Pour la première fois de l'après-midi, j'ai failli rire. Pas d'Odette, mais de la vie. Elle avait passé des mois à planifier la rénovation d'une maison qui n'allait jamais être la sienne. Je pris ma dernière boîte en carton dans le couloir. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, Alban me suivit. « Éléonore !» Je m'arrêtai. « S'il te plaît. » Sa voix sonnait différemment maintenant. Pas en colère, désespérée. « J'ai besoin que tu arranges ça. » « Ça ? Le conseil. Tu as encore de l'influence. » Je le regardais longuement. « Je ne veux pas récupérer notre mariage. » « Je sais. Je veux mon travail. » Je le crus. Cela me fit plus mal que prévu. Il ne comprenait toujours pas ce qu'il avait réellement perdu. « Je ne peux pas t'aider. Tu le pourrais. » Je secouai la tête. « Non. » Il baissa la voix. « Je te le demande. » « Moi aussi. »« Quoi ?»« Du respect. » Il détourna le regard. Je montai dans ma voiture. 3 semaines plus tard, une invitation arriva dans ma boîte aux lettres. Banquet annuel d'appréciation des employés de Système de Précision La Roche. J'ai failli la jeter jusqu'à ce que je remarque une note manuscrite en bas. « S'il te plaît, viens, Chloé. » Quand je suis entré dans la salle de bal du musée des Confluences ce soir-là, la première personne que j'ai vue fut Alban. Il n'était pas censé être là. Je m'arrêtais juste à l'entrée de la salle. Le musée des Confluences avait accueilli le dîner annuel d'appréciation des employés de Système de Précision La Roche depuis des années. Mais cette fois, l'ambiance de la salle semblait différente. Des tables rondes couvertes de nappes blanches s'étendaient à travers la salle. Des gens qui avaient travaillé à mes côtés pendant des décennies discutaient autour d'un café de parts de tarte aux noix. Certains étaient à la retraite depuis des années, mais venaient encore chaque été car à bien des égards, l'entreprise avait été leur seconde famille. Puis j'ai vu Alban. Il se tenait seul près du mur du fond dans un costume gris anthracite. Pas à la table d'honneur, pas entouré de dirigeants, juste là, debout. Pendant un instant, j'envisageais de faire demi-tour et de partir. Je n'avais pas envie d'une autre confrontation. Chloé m'a repéré avant que je ne puisse m'échapper. Elle s'est approchée souriante et chaleureuse. « Je suis contente que tu sois venue. J'ai failli ne pas venir. Je m'en doutais. » Elle jeta un coup d'œil vers Alban. Il a insisté pour être présent. « Tu l'as laissé faire. Il est toujours actionnaire. » Elle baissa la voix. « Mais ce soir, il ne s'agit pas de... » Lui. J'acquiesçai. Je l'espère. Chloé toucha doucement mon bras. « J'ai une faveur à te demander. » « Laquelle ? » « Reste juste jusqu'à la fin. » « Je ne sais pas si je peux. »« Tu peux. » Sa confiance me rappela quelque chose que mon père disait chaque fois que je doutais de moi. « Tu n'as pas à aimer faire la chose difficile. Tu as juste à la faire. » Le dîner se passa tranquillement. Des gens s'arrêtaient à ma table pour me dire bonjour. La plupart demandaient comment j'allais. Quelques-uns s'excusèrent de ne pas m'avoir contacté pendant le divorce. Je leur dis la vérité. Je n'étais pas prête à en parler. Gérard Perrin finit par s'asseoir à côté de moi. Il avait l'air plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement blancs et il se déplaçait plus lentement qu'avant. Mais son sourire n'avait pas changé. « Content de te voir, gamine. » Il m'appelait gamine depuis que j'avais 24 ans. « Tu m'as manqué, Gérard. Tu as l'air fatigué ?» Je ris doucement. « Je le suis. Tu dormiras mieux. » Je l'espère. Il fit un signe de tête vers la scène. « Tu vas aimer ce soir. » Je fronçai les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il se contenta de sourire. « Tu verras. »
Après le dessert, Chloé monta sur scène. Les conversations s'éteignirent progressivement. Elle remercia tout le monde pour une autre année réussie, avant de parler brièvement de l'histoire de l'entreprise. Cette année marque les 25 ans depuis que Système de Précision La Roche a ouvert son premier atelier. Un grand écran derrière elle s'alluma. Une vieille photo apparut. Le garage. Je n'avais pas vu cette photo depuis des années. Il y avait Alban, 28 ans, souriant, à côté de notre première fraiseuse d'occasion. Puis une autre photo. Moi, assise sur une chaise pliante avec une calculatrice. Des factures étalées sur une table de camping. La suivante me fit rire à travers des larmes inattendues. Camille, enfant, dormant dans une boîte en carton, pendant que je terminais la paie. Les gens dans la salle gloussèrent. Une autre photo. Papa debout fièrement, à côté de la première machine CNC que nous avions réussi à acheter avec son investissement. J'ai senti ma gorge se serrer. Chloé continua de parler. Pendant de nombreuses années, l'histoire de notre entreprise n'a reconnu qu'un seul fondateur. Elle marqua une pause. Cette histoire était incomplète. La diapositive suivante apparut. Un titre simple. Fondateur. Alban Laroche. Éléonore Vasseur-Laroche. La salle devint très silencieuse. Chloé me regarda directement. Certaines personnes construisent des entreprises en faisant des ventes. Elle regarda autour de la salle. D'autres construisent des entreprises en s'assurant que chaque employé est payé, que chaque fournisseur est appelé, que chaque problème est résolu avant que quiconque ne le remarque. Elle sourit. Ce soir, nous corrigeons les faits. J'entendis ma chaise grincer doucement contre le sol, alors que quelqu'un se levait. Puis un autre, puis un autre. Je me retournai. Gérard Perrin était déjà debout. Il n'applaudissait pas encore, il se tenait simplement là. En quelques secondes, presque tout le monde suivit. Les applaudissements commencèrent lentement, puis devinrent de plus en plus forts. Je regardais autour de la salle les gens que j'avais embauchés, les gens que j'avais réconfortés après des opérations, les gens dont j'avais vu les enfants grandir. Certains souriaient, d'autres pleuraient. Je faisais les deux. Chloé me fit signe de monter sur scène. Je secouai la tête. Non. Elle sourit. Oui. Les applaudissements ne s'arrêtaient pas. Finalement, j'avançais. Les marches me parurent étrangement longues. Au moment où j'atteignis le micro, ma main droite tremblait tellement que je dus la tenir avec ma gauche. Je ris doucement. J'avais préparé un discours. Ce n'était pas vrai. Le public rit avec moi. Je suppose que je n'en ai plus. La salle redevint silencieuse. Je n'ai jamais voulu de reconnaissance. Je balayai la salle du regard. Je voulais seulement la vérité. Je fis une pause. Mon père disait que l'intégrité, c'est ce que l'on fait quand personne ne regarde. Je souris en direction de la photo toujours affichée derrière moi. Il aurait adoré vous voir tous réunis ce soir. Je pris une autre lente inspiration. Cette entreprise n'a jamais été construite par une seule personne. Elle a été construite par des soudeurs, des machinistes, des réceptionnistes, des comptables, des ingénieurs, des caristes, des équipes de maintenance et des familles qui croyaient que cet endroit valait la peine de se sacrifier. Je regardais une dernière fois autour de moi. Merci de m'avoir laissé faire partie de cela. Les applaudissements reprirent, encore plus forts cette fois. Après la fin du programme, les gens se sont rassemblés pour m'embrasser. Gérard finit par m'atteindre. « Tu as oublié quelque chose ?»« Quoi ?» Il sourit. « L'opération de ma femme. » Je clignais des yeux. « Je n'ai pas oublié. Tu n'en as jamais parlé à personne. » Je souris. Ça ne regardait personne d'autre. Gérard se tourna vers plusieurs jeunes employés qui se tenaient à proximité. Quand Linda a eu besoin d'une opération du cœur en 2007, l'assurance n'était pas encore en vigueur. Il me regarda de nouveau. Éléonore a arrangé une avance sur les fonds de l'entreprise. Je l'interrompis. Nous l'avons approuvé via la paye. Il sourit.
Elle a aussi apporté des petits plats à la maison pendant 2 semaines. Je sentis mon visage s'échauffer. Tu n'es pas obligé de raconter ça à tout le monde. Si, hocha-t-il fermement la tête. Je le dois. Il regarda autour de la salle. Alban savait comment faire croître l'entreprise. Il pointa doucement vers moi. Elle savait comment prendre soin des gens à l'intérieur. Personne n'applaudit cette fois. Ils hochèrent simplement la tête. Certaines vérités n'ont pas besoin de bruit. Je remarquai Alban debout près de la sortie de la salle. Les gens ne l'évitaient pas. Ils ne se rassemblaient simplement plus autour de lui. Il attendit que la salle se soit presque vidée avant de s'approcher. Nous nous tenions face à face. Pas d'avocat, pas de juge, pas de membres du conseil d'administration. Juste 2 personnes qui avaient un jour cru qu'elles vieilliraient ensemble. Je te dois des excuses. J'attendis. J'aurais dû te donner plus de crédit. Pendant un instant, j'ai failli accepter ça. Puis j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas le crédit qui avait manqué. Je le regardais dans les yeux. Tu aurais dû me donner du respect. Il baissa la tête. Je sais. Aucun de nous ne parla pendant plusieurs secondes. Finalement, il demanda doucement « Penses-tu pouvoir me pardonner un jour ?» J'y ai réfléchi attentivement. Je l'ai déjà fait. Il parut surpris. Mais le pardon n'est pas une autorisation de revenir. Il hocha lentement la tête. Je comprends. S'il le faisait vraiment honnêtement, je ne saurais le dire. Camille m'a retrouvé dehors, surplombant le quai. Elle m'a serré dans ses bras sans rien dire. Au bout d'un moment, elle a murmuré « Je suis fier de toi ». J'ai embrassé le sommet de sa tête. « Je suis fier de toi aussi ». Elle sourit. « Pourquoi ?» Pour avoir finalement réalisé que tu n'as pas apporté les disputes des autres. Elle rit. « J'apprends encore. » Moi aussi. La vie est devenue étonnamment ordinaire après cela. J'ai acheté une petite maison de plein pied dans les Monts d'Or. Pas d'escalier, un petit jardin, assez de place pour Camille quand elle venait en visite. J'ai commencé à faire du conseil pour de plus petites entreprises manufacturières, quelques jours par mois, juste assez pour rester occupé, pas assez pour perdre à nouveau mes week-ends. Benoît Fournier envoyait occasionnellement des photos de la restauration de la vieille maison de mes parents. Il a gardé les parquets d'origine, le porche, même les placards de cuisine qu'Odette avait voulu remplacer. Papa aurait souri. 3 mois plus tard, une enveloppe manuscrite est arrivée. L'adresse de l'expéditeur m'a surprise. Odette. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Éléonore, j'avais tort au sujet de la maison. J'avais tort au sujet de ta place dans l'entreprise. Je n'attends pas de réponse. Je voulais seulement que tu le saches. Odette. Je n'ai pas répondu immédiatement. Quelques semaines plus tard, je lui ai envoyé une simple carte, lui souhaitant un bon rétablissement après une autre séance de kinésithérapie. La compassion n'effaçait pas le passé. Cela signifiait simplement que je ne voulais plus porter d'amertume dans les années qu'il me restait à vivre. En y repensant maintenant, les gens me demandent parfois si la victoire a été aussi satisfaisante que je l'avais imaginé. La vérité, pas exactement. Voir Alban perdre son titre ne m'a pas guéri. Vendre la maison ne m'a pas guéri. Être reconnu au banquet ne m'a pas guéri. Ce qui m'a guéri, c'est de croire enfin que je n'avais pas à mériter le respect de personnes qui avaient déjà décidé de ne pas me le donner. Vieillir vous apprend quelque chose que le succès ne pourra jamais vous apprendre. La paix mérite d'être protégée. Votre dignité mérite d'être protégée. Et il n'est jamais trop tard pour cesser de s'excuser, de connaître sa propre valeur. Si vous avez déjà eu à reconstruire votre vie après que quelqu'un vous ait sous-estimé, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, et j'espère sincèrement que les gens dans votre vie reconnaissent votre valeur avant qu'il ne soit trop tard.